Dans cette conversation entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Glenn, RG, ils discutent du fait de rendre des comptes à Dieu et aux hommes. BDM affirme que les comptes que nous avons à rendre sont basés sur notre naïveté et sont calculés par les hommes et par Dieu. Il affirme également que nous avons plus de comptes à rendre aux hommes en raison du contrat social que nous avons avec eux, basé sur l'harmonie et le comportement humain. En revanche, le contrat que nous avons avec Dieu est imposé par la croyance et repose sur une conception anthropomorphique de Dieu. BDM souligne que le contrat entre l'homme et Dieu est écrit à l'encre invisible et qu'il est difficile à lire. Il suggère que pour comprendre réellement ce contrat, nous devons entrer en contrat avec nous-mêmes et être capables de lire les signes cachés de notre conscience cosmique. Cela nous permettrait d'évaluer la validité du contrat entre l'homme et Dieu et de tempérer son importance historique. Le contrat entre l'homme et Dieu doit être examiné à la lumière de la psychologie humaine. Pour être capable de le renier, il faut d'abord éliminer les ambiguïtés du contrat qui font partie de la mémoire et du conditionnement humain depuis des siècles. Seul un homme centré dans son intelligence et sans influence extérieure peut le comprendre. Cependant, il laisse les hommes vivre leurs expériences, car l'évolution du monde est inéluctable. Lorsqu'une nouvelle race émerge, une nouvelle histoire se crée, et ce sont ceux qui sont conscients de l'importance de leurs actions qui la créent. Dans cette nouvelle évolution de l'homme, ceux qui sont capables de regarder la télévision, de lire la presse et de remettre en question les opinions du monde seront conscients que le contrat établi est souvent basé sur des influences extérieures et imposées par l'ancien contrat social de l'humanité. Un homme intelligent travaillera avec le plan matériel, mais toujours selon les lois de son intelligence et non celles de l'intelligence extérieure. Dans cette vision, l'égalisation des rapports entre les hommes sera la nouvelle condition sociale et politique de l'homme de demain. Cependant, tant que les hommes vivent sous contrat, ils sont pénalisés. Ceux qui rompent leur contrat avec Dieu vivent une vie psychologiquement de plus en plus instable, car ils doivent subir la pénitence imposée par des forces extérieures. Ces forces maintiennent Dieu sur un piédestal pour en faire un faux soleil pour l'homme. L'homme doit un jour découvrir son propre soleil, une divinité plus profondément comprise, plutôt que d'accepter celle imposée par les puissants. L'homme doit sortir des limitations historiques et composer son propre visage divin. Dans cet extrait, Madame de Demain affirme que grâce à ses capacités télépathiques et sa capacité à voir l'invisible, elle sait quelle force cosmique dirige l'évolution et l'organisation psychologique de l'humanité. Elle explique que l'homme est conditionné par des forces cosmiques qui influencent ses pensées inconscientes et lui permettent d'échanger du pouvoir avec la Terre. Elle affirme que pour sortir de cette condition, l'homme doit atteindre un état de conscience supramentale, dénué d'émotivité psychologique. Lorsqu'on lui demande si le Dieu dont parle Moïse est le même Dieu, elle explique que le Dieu de Moïse était différent puisque les hommes de l'époque avaient une conscience astrale mais pas de faculté critique. Elle affirme que Yahvé avait un plan politique cosmique dicté par une intelligence invisible, mais que Moïse ne pouvait pas le comprendre car il n'avait pas de conscience supramentale. Le pouvoir d'investiture sur le peuple juif a créé la cohésion nécessaire pour maintenir sa conscience raciale jusqu'à la fin du XXe siècle. Madame de Demain souligne que les questions des hommes sont souvent philosophiques et ne permettent pas d'obtenir des réponses cosmiques car ils cherchent à sécuriser leur mental plutôt qu'à comprendre l'aspect cosmique des choses. Dans cet extrait d'une conversation, il est discuté du rôle de la philosophie dans la conscience humaine et de la possibilité d'un contact avec le double. L'interlocuteur affirme que son objectif est de détruire la philosophie, considérée comme le dernier rempart de la conscience humaine, grâce au contact avec le double. Il explique que lorsqu'un être est en contact avec son double, il n'a plus besoin de l'opinion des autres ou des systèmes de pensée extérieurs. Il fonctionne selon sa propre communication interne. Cette nouvelle race d'individus sortira de la philosophie, de la psychologie et des idéologies, mais respectera ces domaines pour leur utilité globale. L'interlocuteur soutient que le contrat entre Dieu et les hommes ne sera plus nécessaire une fois que l'homme aura atteint une supraconscience et qu'un autre type de contrat, imposé par le feu du double sur l'ego, prendra place. Il est également mentionné que les êtres fusionnés pourront vivre au sein de sociétés contradictoires, car ils sont au-dessus de la dualité et de l'émotion liée à la pensée. Ils seront capables de voir les aspects positifs et négatifs des différentes doctrines sans être impliqués émotionnellement ou philosophiquement. Ces êtres auront une conscience supramentale et fonctionneront au niveau paralogique avec une para-intelligence. Ils auront un corps paraphysique, apparemment lié au double. Dans cet extrait, il est discuté de la notion de corps paraphysique, qui est un corps paramatériel. Tout le monde possède un double,
mais il se construit lentement dans le corps physique. L'idée est que plus l'homme fusionne avec son double, plus celui-ci s'imprègne dans le corps matériel. Cette fusion permet à l'homme de mourir quand il le souhaite, sans inconscience, et de passer à un autre plan de conscience. Au fur et à mesure de cette évolution, l'homme aura moins besoin de nourriture solide et travaillera davantage sur d'autres plans. Il est ensuite fait référence à la voyance, où certains individus ont la capacité de prédire leur propre mort. L'homme conscientisé aura également un contrat avec son double, où il respectera les lois humaines à moins qu'elles ne lui soient injustes. Les lois en général sont considérées comme justes, c'est leur application qui peut être injuste. Il est mentionné en particulier la loi sur le viol, qui fait l'objet de controverses. L'auteur affirme que certaines lois nécessitent une conscience philosophique et ne peuvent être catégoriques. Il donne l'exemple d'une personne qui cache un défaut dans une maison qu'elle vend, ce qui est catégoriquement contraire à la loi. Cependant, lorsque les lois sont en lien avec l'évolution de l'humanité, elles exigent une réflexion philosophique et prennent du temps pour s'ajuster. En particulier, il observe que la politique au Québec est de plus en plus influencée par la philosophie. Il souligne également que certaines lois, notamment celles concernant le viol, sont complexes car elles incluent des conditions psychologiques internes. Ensuite, l'auteur évoque la notion d'être humain fusionné qui devient de plus en plus indépendant des structures sociales. Il mentionne que ces êtres fusionnés auront des pouvoirs sur la matière et vivront sur Terre dans un lieu inviolable. Ils n'auront plus besoin de travailler d'une manière mécanique, mais utiliseront d'autres forces. Ces êtres seront en contact avec ceux de la 6e race qui vivent à Shambhala, un lieu où ils ont accès aux forces de la matière et surveillent l'évolution de l'humanité. Ce contact marque une correspondance directe entre le visible et l'invisible, contrairement aux relations passées qui étaient plus intuitives et astrales. Dans cette conversation, Bernard de Montréal aborde plusieurs sujets liés à l'invisible et à l'évolution humaine. Il explique que dans le futur, les humains auront un contact direct avec l'invisible, utilisant la télépathie pour communiquer. Il affirme également que les humains de la race racine auront une connaissance approfondie de l'invisible et seront aussi à l'aise dans ce domaine que sur le plan matériel. L'intervieweur suggère que Bernard de Montréal est déjà à ce niveau d'évolution et en relation avec les êtres qui dirigent l'humanité dans le domaine de l'invisible. Bernard de Montréal ne donne pas de réponse claire et mentionne qu'il ne donne pas son adresse psychologique. Il discute ensuite du contrat social entre l'homme et Dieu. Bernard de Montréal affirme qu'il est inutile de chercher à imposer une autre condition philosophique à l'homme et que détruire une philosophie pour en construire une autre ne mène nulle part. Ensuite, la discussion porte sur la possibilité que la planète soit épargnée de la destruction en raison de la présence d'individus justes comme Bernard de Montréal. Bernard de Montréal affirme qu'il n'y aura pas de destruction de la planète, mais qu'il peut y avoir des événements malheureux en raison du karma humain. Cependant, il souligne que la conscience de l'homme et son intelligence extra-égoïque sont des protections contre ces événements. Enfin, l'intervieweur questionne Bernard de Montréal sur le rôle de la volonté et de l'amour dans l'être fusionné avec son double. Bernard de Montréal explique que l'intelligence, la volonté et l'amour sont tous des aspects de Dieu, mais ne développent pas davantage sur leur rôle spécifique dans cette fusion. L'énergie du double crée ce que l'on appelle l'intelligence de l'homme. Plus la fusion est grande, plus cette intelligence est claire et nette. La volonté de l'homme est proportionnelle à celle du double, mais elle ne naît pas du double. L'homme développe sa volonté quand il devient intelligent du double. Quand l'homme commence à voir le jeu de l'esprit dans sa vie, il réagit au double. C'est à ce moment que l'énergie de la volonté descend. La volonté est l'application de l'énergie du double sur le plan matériel à travers la conscience de l'ego. Il faut que l'ego devienne intelligent avant d'avoir de la volonté. L'amour cosmique est un amour qui relève de la décision supramentale de l'homme d'égaliser la correspondance énergétique entre son mental, son astral, son vital et son physique. Il ne peut pas être vécu sans avoir suffisamment d'intelligence et de volonté réelle. Le Christ était fusionné avec son double et vivait de cet amour, de cette volonté, de cette intelligence. Le double est l'essence de la compréhension systématique de l'homme de demain. Celui qui ne comprend pas l'existence du double ne se connaît pas, n'a pas d'identité et ne se situe pas dans l'espace-temps. Dans cette discussion, on parle de la connaissance de soi et du double, qui est considéré comme l'essence de l'homme. Le double est la dimension cosmique de l'homme, son pouvoir. Cependant, il agit toujours à travers l'ego, qui est composé intellectuellement, émotionnellement, vitalement et physiquement. Lorsqu'un individu est conscient
De son double, il est en contact avec lui par télépathie, dans son intelligence, et n'est plus limité par la matière. Il est libéré de la forme et utilise la forme comme outil. Il n'est plus esclave de la forme ni du karma, car il n'a plus rien à apprendre. Le double l'instruit instantanément. Sur Terre, certaines personnes commencent à réaliser qu'elles sont en communication avec elles-mêmes, elles se parlent. Cela peut entraîner des incompréhensions dans les relations de couple, car la communication avec le double est un processus individuel et non collectif. La crise conjugale et la crise de la cellule familiale que nous vivons actuellement sont liées à cette prise de conscience individuelle qui n'est pas toujours partagée par les conjoints. Lorsque l'on prend conscience de soi, le contrat qui était auparavant entre soi et les autres devient entre soi et le double. Ce contrat ne peut être brisé. Parler avec le double est une clé importante pour le développement de la nouvelle race humaine. Cette notion de double est une réalité et non une philosophie. Ce qui est enseigné dans les écoles ésotériques est souvent teinté de spiritualité. Cependant, il y a des personnes qui croient être en contact avec des entités, comme leur grand-mère, Jésus-Christ, Jean-Baptiste ou Moïse, sans réaliser qu'ils sont peut-être en contact avec leur propre double. Ces doubles ne peuvent leur révéler leur véritable nature en raison des voiles qui les recouvrent. Selon leur nature, leur spiritualité, leur état psychologique et leur culture, le double utilise la loi du mensonge cosmique pour les aider à se spiritualiser progressivement. Si cela fait partie de leur plan de vie, ils pourront finalement rencontrer des individus capables de comprendre ce qui se passe et ainsi s'ouvrir à cette réalité. Dans le cas des enfants de puits riches, des enfants psychiques dotés de facultés mentales exceptionnelles, ils sont conscients de leurs capacités mais pas de ce qui se passe réellement. Dans le monde invisible, la fusion entre l'ego et le double est nécessaire pour détruire les voiles et permettre la prise de conscience. Ce processus peut être douloureux, mais une fois vécu, il crée un moule qui permet de comprendre facilement ce qui se passe dans la vie. La fusion causera la destruction de nombreuses formes, ce qui peut entraîner des conflits, des tremblements et des bouleversements psychologiques. Cependant, ceux qui vivront cette fusion auront une psychologie supramentale, totalement différente de la psychologie actuelle, ce qui marquera un changement important pour l'humanité. Dans cette conversation, Bernard de Montréal et Hergé discutent de la souffrance et de l'évolution de l'humanité. Bernard affirme que la société actuelle pousse certains jeunes à la désespérance et au suicide, car ils ne parviennent pas à changer la réalité qui ne leur convient pas. Cependant, Bernard souligne que sauver tous les hommes est une illusion et que les faiblesses sociales et psychologiques ont toujours existé. Il affirme que, contrairement au passé, l'humanité a aujourd'hui accès à des réponses, mais celles-ci doivent être compatibles avec notre intelligence et ne pas être influencées. Il ajoute que l'homme a perdu contact avec son double, ce qui l'a privé de son pouvoir et de sa lumière. Bernard explique que l'homme provient de la mort et que ceux qui ont perdu contact avec leur double se dirigent lentement vers le monde de la mort pour accumuler des expériences. Il affirme que l'homme doit renouer avec son double pour retrouver ses pouvoirs et sa connexion avec l'invisible. Lorsque cela se produira, l'homme pourra être créatif, autonome et en harmonie avec l'existence. Dans cette discussion avec Bernard de Montréal, il aborde le sujet de la communication et de la liberté de communication au Québec, soulignant que c'est quelque chose d'exceptionnel à travers le monde. Cependant, il admet ne pas être un homme pratique et ne pas pouvoir donner de conseils pratiques pour résoudre les problèmes tels que la désintégration familiale, les suicides ou la toxicomanie. Il se considère plutôt comme un homme qui crée par la parole et parle d'une manière évolutive. Il souligne également l'importance de l'individu dans le contrat social et la nécessité de protéger les droits de l'homme. Il se félicite que le Québec et le Canada aient des gouvernements conscients de cette importance et qu'ils protègent les droits de l'homme de manière démocratique. Il met en garde contre les dangers du socialisme excessif et des droits politisés, soulignant le besoin d'une distinction entre le droit de l'homme et le droit politisé de l'homme. Enfin, il mentionne que les États-Unis font face à des défis en raison de l'excès de revendications de droits politisés, ce qui affaiblit le système juridique. Dans ce texte, l'auteur aborde la question de la politique comme une catégorie qui cherche à dominer et prévaloir certaines activités et fonctions politiques ou parapolitiques. Il met en garde contre le fait de politiser excessivement le développement philosophique du droit politique afin de préserver le caractère naturel des droits de l'homme. L'auteur critique également les régimes politisés où la trahison de l'État est utilisée comme prétexte pour emprisonner les individus. Il souligne l'importance des avocats en tant que protecteurs des valeurs philosophiques de la société démocratique, mais déplore qu'il y ait différents types d'avocats. Est-ce guidé par des motivations financières?
L'auteur appelle également à ce que le gouvernement soit composé d'individus dotés de suffisamment de philosophie et de sens politique pour maintenir l'équilibre des forces au sein de la société démocratique. Il critique certaines organisations au Québec, les accusant de créer des mouvements impulsifs qui peuvent entraîner une agitation sociale néfaste. L'auteur souligne ainsi l'importance de comprendre la relation entre la politique, la philosophie et la société dans le but d'assurer le bien-être de tous. Dans un contexte politique, il est important que les personnes occupant des postes de pouvoir fassent preuve d'humilité. S'ils sont arrogants et déconnectés de la réalité, cela entraîne une rigidité dans la machinerie politique et empêche les décisions d'être prises de manière créative. Il est essentiel de laisser une certaine liberté d'action aux chefs politiques et de respecter leur mandat, sinon nous risquons de fragiliser notre système démocratique et de favoriser des forces antidémocratiques. Lorsque nous avons des leaders qui semblent avoir une forte personnalité, il faut se demander pourquoi, et leur accorder le crédit qu'ils méritent. Cependant, il est également nécessaire de corriger les imperfections de leur vision par des mécanismes politiques, sans leur lier les mains et leur restreindre leur capacité à agir. L'importance de la psychologie collective et individuelle ne doit pas être négligée, car un individu bien dans sa société contribue à l'ordre et à l'harmonie de celle-ci. Dans cette interview, Bernard de Montréal évoque l'importance d'établir un équilibre entre le gouvernement, les syndicats et le capital dans la province de Québec. Il insiste sur la nécessité pour ces trois forces de travailler ensemble pour atteindre cet équilibre et pour le gouvernement d'œuvrer de manière créative dans l'intérêt de tous. Selon lui, le développement d'une conscience triangulaire, prenant en compte ces trois aspects, est essentiel pour progresser et instaurer de nouveaux programmes politiques, syndicaux et capitalistiques. De plus, il insiste sur l'importance d'une âme qui règne et sente, afin de pouvoir corriger, diriger et ériger. Bien qu'il ne soit pas intéressé à politiser, il se considère comme un initiateur d'idées dans différents domaines. Enfin, il souligne que l'établissement d'un équilibre entre ces forces est crucial pour éviter des années déchirantes et désagréables. L'auteur soulève l'idée que nous devons comprendre les mécanismes de l'idéologie et dépasser les idées préconçues du passé. Il encourage la création de nouvelles idées et la recherche de nouvelles solutions pour progresser. Il pointe du doigt la tendance à la stagnation et à la répétition des mêmes idées. Il affirme qu'au Québec, il est possible de créer un modèle politique novateur qui pourrait servir d'exemple à d'autres pays démocratiques qui sont sclérosés. Il critique la France pour sa perte de vitalité intellectuelle et les États-Unis pour leur obsession de l'argent qui aliène les individus. Il souligne l'importance d'écouter et de respecter les personnes qui tentent de démontrer une intelligence créative. En résumé, l'auteur encourage à créer des idées nouvelles et à intégrer une conscience raciale basée sur des idées neuves et l'écoute mutuelle. Dans cette intervention, Bernard de Montréal aborde différents sujets liés à la politique et à la société. Il met en avant l'importance de la confiance et de l'insécurité psychologique nationale. Il critique également le système d'opposition dans le système politique, qui selon lui encourage une confrontation brutale entre les différents partis. Il appelle à un respect mutuel entre les hommes politiques et à une revitalisation de l'esprit politique au sein du peuple. De plus, il souligne l'importance de la forme et du respect dans le domaine politique. Il conclut en affirmant que tous les hommes ont quelque chose à dire et qu'il faut les écouter avec bienveillance. Dans ce passage, l'auteur critique l'orgueil des Français et affirme que la France peut se permettre d'être orgueilleuse car elle a des gens qui prennent soin d'elle. Il souligne l'importance de bien s'exprimer et de respecter la langue ainsi que ceux qui parlent. Il évoque le besoin de retrouver la conscience nationale et de réapprendre à se respecter mutuellement. Il mentionne que certains politiciens ont été capables d'accomplir des choses grâce à leur autorité et à leur détermination. Cependant, il met également en garde contre les abus de pouvoir et estime qu'il est important de confronter les politiciens responsables d'abus sérieux devant une table parlementaire. Il fait également référence au danger d'un parlementarisme démocratique excessif et souligne l'importance de la pyramide politique. Enfin, il précise que son intérêt se porte davantage sur les idées que sur les attitudes des politiciens. Dans ce discours, Bernard de Montréal exprime l'importance de repenser la politique afin de construire une société meilleure, soulignant la nécessité d'avoir des philosophes politiques rémunérés pour réfléchir à ces questions. Il critique la tendance des gens à se rassembler seulement en période de crise, puis à se diviser dès que celle-ci est passée. Il fait également référence à la situation politique dans la province de Québec, suggérant qu'il y a un manque de penseurs locaux et que les intellectuels doivent souvent chercher ailleurs pour trouver des idées.
Bernard de Montréal soulève l'idée que les hommes ont tous un esprit, mais que celui-ci est souvent entravé par des voiles qui l'empêchent de briller. Il exprime sa tristesse de ne pas être en politique, car il pense pouvoir apporter des idées et travailler pour le bien commun. En conclusion, il appelle à valoriser les penseurs et les intellectuels, car ce sont eux qui ont le potentiel de faire grandir une nation. Dans ce discours, l'orateur souligne l'importance de la créativité, de l'intuition et du discernement dans la politique québécoise. Il mentionne qu'il faut donner la voix à ceux qui peuvent canaliser ces qualités et faciliter leur parcours. Il critique également le manque de confiance en soi et la mauvaise perception de la politique au Québec. L'orateur insiste sur la nécessité de respect mutuel entre les politiciens et de retrouver les valeurs de l'esthétisme, du protocole et de la révérence dans le parlementarisme québécois. Il explique que la politique doit être une conscience sociale formée par les individus et au service de la masse. L'orateur critique la manière dont la politique est actuellement vécue par les chefs politiques et affirme que la politique idéale ne peut être réalisée que dans des situations dictatoriales. Lors de cet échange, Bernard affirme que la politique est le plus beau des arts, car c'est à travers elle que les autres formes d'art peuvent se développer. Il prend l'exemple de Louis XIV, qui a utilisé la politique pour commander la construction de châteaux et de meubles, contribuant ainsi à la gloire de son règne. Il estime que les hommes politiques d'aujourd'hui ne font plus réellement de la politique, mais jouent simplement aux échecs. Selon lui, tant que les politiciens n'auront pas un véritable esprit politique et ne créeront pas un nouvel esprit politique, il est difficile d'atteindre un véritable développement dans tous les domaines. En ce qui concerne le peuple, Bernard affirme que celui-ci est un corps sans tête, une entité collective manipulable. Il considère que c'est le rôle du gouvernement de construire la conscience collective du peuple et de lui offrir un bon gouvernement. Il souligne également l'importance de respecter la conscience individuelle dans l'ensemble de la société. Il met en garde contre la manipulation du peuple par des démagogues, affirmant que ceux-ci utilisent des maximes et des idées pour rallier le peuple à leurs intérêts politiques. Il insiste sur le fait que ce ne sont pas le peuple ou la masse qui juge, mais des individus qui ont la capacité de manipuler le peuple. En somme, Bernard souligne l'importance d'un véritable esprit politique chez les politiciens et d'un respect de la conscience individuelle pour que la politique soit un art qui permette le développement de la société dans tous les domaines. Dans cette conversation, l'auteur souligne l'importance de la conscience individuelle au sein d'une société. Il explique que chaque individu contribue à la création d'une conscience collective, appelée peuple. Dans le contexte politique, il affirme que la relation entre le gouvernement et le peuple est similaire à celle entre lui-même et le peuple en tant que politicien. L'auteur aborde également la question de l'élection des dirigeants politiques par le peuple, soulignant que cela dépend du niveau de conscience collective de la population. Il argue cependant que le gouvernement n'est pas nécessairement mérité, mais plutôt une étape dans l'évolution de la société. Il mentionne que les événements politiques sont cycliques et peuvent prendre du temps pour changer. Il évoque ensuite la finance et l'économie, les considérant comme des aspects ésotériques et liés aux conjonctions planétaires qui influencent l'humanité en raison de son manque de spiritualité. Il explique qu'une conscience collective éveillée réduirait la nécessité de travailler et affecterait le système économique. Il encourage les individus à comprendre l'économie sur le plan individuel et à développer une intelligence créative pour s'adapter à toutes les situations économiques. L'auteur souligne également le problème de l'individu prisonnier de la conscience collective, qui est affecté par les cycles collectifs et les conditionnements sociaux. Il donne l'exemple d'un individu spécialisé dans un domaine précis qui perd son emploi et est incapable de s'adapter à d'autres domaines malgré ses compétences. Il soutient que l'intelligence créative permettrait à l'individu d'évoluer et de se reconstruire dans des situations de vie plus bénéfiques à long terme, en étant détaché des conditionnements sociaux. En somme, l'auteur met en avant l'importance de la conscience individuelle et de l'intelligence créative pour surmonter les problèmes politiques, économiques et sociaux. Je me suis occupé de la vaisselle car c'était ma responsabilité.